La bataille de Guadalcanal est le premier grand succès des Alliés dans la guerre du Pacifique. Alors que les Japonais ont entamé la construction d'une base aérienne pour contrer les futures invasions, les Américains investissent l'île et s'emparent du terrain d'aviation avant qu'il ne soit opérationnel. Cette position leur garantira la suprématie aérienne au-dessus de l'océan Pacifique. Mais leurs adversaires tentent âprement de repousser les forces de l'aéronaval. Les pertes sont lourdes. Les carcasses qui jonchent le terrain au terme des bombardements et des tirs d'artillerie navale sont des preuves tangibles de la férocité de l'affrontement. Après Guadalcanal, c'est l'accalmie. Les deux camps évaluent les moyens à mettre en œuvre pour mener la suite du conflit et établissent des plans de bataille pour les prochaines opérations. Au sein des deux états-majors, les stratèges envisagent les mêmes événements. Les chefs des armées terrestres préconisent une action en Nouvelle-Guinée et les amiraux veulent résoudre la situation dans les îles Salomon. Le développement de la puissance navale américaine est rapide et les Japonais n'ont d'autre alternative que de mener des actions défensives pour conserver leur territoire. Mais les dirigeants impériaux ne se découragent pas pour autant. Ils pensent que la production nationale d'avions peut largement compenser les pertes et que les réserves de main-d'œuvre sont assez élevées pour défendre l'Empire, sinon l'étendre. De leur côté, les Américains mettent en service de nouveaux avions sur une flotte rénovée pour faire reculer les Japonais et les vaincre. Les porte-avions reçoivent de nouveaux chasseurs, de nouveaux bombardiers et de nouveaux avions torpilleurs. Le chasseur tant attendu, le Chancevot Corsair, s'avère au départ inutilisable sur porte-avions, mais les Marines l'utiliseront dès février 1943. Les redoutables bombardiers en piqué Douglas Dauntless sont peu à peu remplacés par les Curtiss Helldiver et les vieux dévastateurs laissent place aux Grumman Avenger. Les Helldiver et les Avengers s'entourent pour leur escorte du nouveau chasseur immédiatement disponible, le Hellcat, fabriqué par Grumman. De construction robuste, puissamment armé, rapide et maniable, il devient l'avion favori des pilotes dès sa première apparition sur les porte-avions. J'étais si content de cet avion quand je suis revenu à bord du Yorktown que j'ai dit « Si le F-6F pouvait faire la cuisine, je l'épouserais ». Avec leur F-6F, les pilotes ne peuvent affronter un zéro seul à seul. Mais se sentant désormais beaucoup plus en sécurité au combat, ils imposent à l'ennemi leur propre tactique. Nous en étions très fiers. C'était une machine robuste, peut-être pas aussi maniable qu'un zéro, mais il parvenait à le suivre. Et il était solide. Les Hellcats sont vite réputés pour leur capacité à prendre des coups tout en continuant à voler. Et beaucoup d'appareils américains offrent les mêmes avantages. La sécurité passe avant les performances, et le souci majeur est la protection du pilote. Pendant que les porte-avions de l'US Navy sont consolidés et réapprovisionnés, les navires japonais subissent à nouveau de sérieux revers. Pour reprendre le contrôle du ciel au-dessus du Pacifique Sud, l'amiral Yamamoto décide de déployer les avions de la flotte impériale à partir de Rabaul. Et au cours des combats aériens qui vont suivre, l'aéronavale japonaise va subir de lourdes pertes qui viendront s'additionner à celles des grandes batailles navales de cette même année. L'amiral Nimitz partage le contrôle de la ceinture pacifique avec le général MacArthur, commandant les forces terrestres basées en Australie. La base japonaise de Rabaul domine la zone de bataille sud et les plans américains prévoient d'envahir tout d'abord certaines des îles alentours pour isoler Rabaul, puis de prendre la base d'assaut. Cette stratégie sur le papier va servir de base de discussion. L'expérience des combats contre de petites unités japonaises dans la jungle confirme le fait qu'une attaque de front sur une importante garnison risque de provoquer des pertes très élevées. Les plans de l'offensive sur Rabaul subissent des modifications radicales qui vont changer complètement la conduite de la guerre.
lorsque l'amiral Mitcher, qui commandait le Hornet lors du raid de Doolittle sur Tokyo, prend la mer avec son escadre de porte-avions en janvier 1944, beaucoup de choses ont changé depuis la conception du plan d'offensive original, qui, il y a à peine 10 mois, envisageait un débarquement sur Rabaul. Les porte-avions sont alors dispersés sur un arc de cercle couvrant 2200 km pour pilonner certaines positions ennemies. La mise en place de bases terrestres ont permis aux forces aériennes de l'Army et des Marines de prendre en charge le Pacifique Sud et les porte-avions d'attaque sont en mission dans d'autres eaux. L'US Navy peut ainsi mener sa propre offensive par le Pacifique central, directement de Pearl Harbor jusqu'au Japon. La première étape consiste en une vague de débarquement sur Tarawa, dans les îles Gilberts, en novembre 1943, après seulement 5 mois de préparation. Dès janvier 1944, l'amiral Mitcher et ses forces envahissent les îles Marshall et attaquent Kwajalein. Depuis la bataille sanglante de Tarawa, de nouvelles décisions tactiques ont été prises. Les débarquements ont montré que les Japonais se battent héroïquement avec une ténacité féroce. L'état-major de l'US Navy décide donc de n'attaquer que les bases essentielles. Les garnisons japonaises établies dans les îles d'une moindre importance stratégique seront isolées et ignorées. Des attaques aériennes répétées les empêcheront d'agir. Avant chaque invasion, des bombardements préliminaires affaiblissent non seulement l'objectif, mais également toutes les bases aériennes à portée de frappe pour déstabiliser les Japonais. Les raids de bombardement à l'aube sont quotidiens. Les missions de bombardement précédant l'invasion des îles Marshall vont ainsi pilonner tous les terrains d'aviation japonais alentour. Elles débutent le 29 janvier et paralysent en quelques jours les activités aériennes et navales nippones. Les positions les mieux défendues se trouvent à l'extrême pointe est de l'archipel des Marshall. Mais les Américains décident de les contourner et d'attaquer Kwajalein 600 km plus loin en direction du Japon. Le débarquement s'effectue sans aucune intervention des forces aériennes japonaises. Et la marine impériale, évaluant la situation avec prudence, se tient à distance. Les Japonais ne peuvent qu'accepter la perte inévitable de quelques îles. Ils savent qu'ils doivent tenir encore 6 mois avant de renforcer leur défense rapprochée et de remettre en état leurs forces aériennes et navales. Mais les événements vont démontrer que le pouvoir exécutif de Tokyo évalue la situation de façon irréaliste. De plus, les Japonais semblent sous-estimer la qualité des chefs militaires américains comme l'amiral Mitcher. C'était un des meilleurs officiers de marine que j'ai jamais connu. Et il connaissait ses avions. Il a été dans l'aviation toute sa vie. Il savait à quel moment une escadrille commençait à être fatiguée. Il discutait avec les pilotes à chaque fois qu'il rentrait de mission. L'amiral Mitcher est un homme d'expérience qui sait commander et qui fait preuve d'une grande imagination pour faire face aux situations. De plus, ses plans de bataille sont assez souples pour stimuler les initiatives. Dès qu'il se rend compte que l'invasion de Kwajalein va réussir sans faire appel aux forces de réserve, il dirige celles-ci vers l'objectif suivant, Eniwetok. Et le débarquement a lieu le 17 février 1944, moins de 2 semaines après la chute de Kwajalein. Eniwetok est à portée des bombardiers japonais opérant à partir des îles Mariannes, ainsi que de ceux basés sur l'énorme place forte de Truk dans les îles Carolines. Pour faciliter l'invasion, les porte-avions doivent éliminer ces 2 bases japonaises. L'US Navy envoie 9 bâtiments sur Truk. Les Japonais subissent d'énormes pertes. L'aéronavale américaine coule 6 bâtiments de guerre et 26 navires de commerce. De plus, les Japonais perdent plus de 250 avions en combat aérien et au sol. Seuls 25 avions américains sont abattus.
L'attaque de Kwajalein, au-delà des défenses japonaises, donne à l'état-major impérial une idée de l'avenir. L'avance américaine dans le Pacifique sera totalement imprévisible. Et l'établissement de camps retranchés fortement défendus ne seront qu'une perte de temps, s'ils doivent servir de prison pour des garnisons que les troupes américaines n'attaqueront même pas. Pendant que les généraux japonais mûrissent cette réflexion, les événements d'Eniwetok et de Truk leur prodiguent une nouvelle leçon. Les Américains sont pressés. Le temps est compté. La base de Truk était un dispositif essentiel pour le réseau de défense rapproché des Japonais. Mais l'offensive de l'aéronavale américaine les a forcés à rapatrier leur flotte de guerre vers Palau. En moins d'un an, les positions avancées de la marine impériale reculent de quelques 3200 km et les amiraux japonais n'ont pas eu la moindre opportunité d'affronter l'US Navy sérieusement. Il a fallu beaucoup de temps, ponctué de grandes difficultés pour réparer les navires, trouver de nouveaux avions et former des équipages. De plus, les aviateurs de la marine japonaise, opérant à partir de bases terrestres, sont de moins en moins nombreux. Sans équipage bien entraîné et expérimenté, les porte-avions japonais sont pratiquement devenus inutiles. Au lieu de les renforcer, les Japonais continuent d'envoyer tous les renforts disponibles directement dans la bataille. En avril, lorsque la flotte américaine attaque de nouveaux Truk, ils font décoller une quantité importante d'avions, tactique inefficace qui se soldera par de lourdes pertes supplémentaires. Ils ont fait décoller beaucoup d'avions et ont commencé à attaquer. Et ils n'ont pas cessé pendant toute l'opération. Dès qu'on en avait fini avec un, il y en avait un autre. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai abattu 3 appareils, mais je me suis fait aussi descendre. Les Japonais ne récupèrent que très rarement pilotes et avions. En revanche, les Américains, pour récupérer leurs équipages abattus, vont même jusqu'à utiliser des sous-marins de sauvetage. Vers midi, le premier jour, nous avons reçu le premier rapport. À ma connaissance, et je me suis renseigné, tous les gars encore vivants ont été récupérés. Aucun n'a été fait prisonnier. En marge du travail des sauveteurs, les pilotes américains font tout pour poser leurs appareils sur leurs porte-avions malgré les blessures et les avaries souvent considérables. Parfois, les avions se brisent sous le choc de l'appontage après s'être péniblement traînés jusqu'au navire. Au cours de ces batailles, le contingent des aviateurs américains subit des pertes relativement légères en comparaison des dégâts infligés à l'autre camp. Les blessés sont pris en charge dès leur arrivée et transportés dans les services de soins bien équipés d'une grande efficacité. Les forces américaines réussissent à limiter les conséquences des pertes qu'ils subissent et à répartir leurs ressources en hommes et en matériel. Ils disposent d'hommes très bien entraînés et d'une avance technologique de plus en plus marquée, ce qui leur permet d'assurer leur avantage aérien sans sacrifier leurs équipages. Quant à la flotte japonaise, elle doit une fois de plus faire retraite après les attaques répétées sur sa base de Palau. La seconde offensive sur Truk se concentre essentiellement sur les pistes aériennes, laissant de côté les installations portuaires abandonnées. Les forces américaines préparent l'étape suivante, l'offensive sur les Mariannes, qui va percer l'anneau de défense rapproché japonais et mettre les bombardiers de l'US Army Air Corps à portée de l'archipel nippon. La perspective de bombardiers américains survolant les îles du Japon ne peut qu'inciter la flotte impériale à contre-attaquer. Elle n'est pas intervenue depuis plus d'1 an et demi, lors de la bataille de Santa Cruz. Dans les forts, elle se regroupe et se reconstitue. Le temps de l'affrontement est arrivé. Les Japonais ont grand besoin d'une victoire pour affaiblir les escadres de porte-avions américains et mettre les convois de matériel de l'US Army à portée de leur flotte de guerre. Ils doivent infliger beaucoup de dégâts pour ralentir l'approvisionnement dont la ligne s'allonge de plus en plus. La stratégie des Japonais vise à attaquer les porte-avions américains sous le feu croisé de leurs forces aériennes. Ils rassemblent donc tous leurs avions disponibles dans les îles Mariannes. Mais en s'appuyant sur une aviation basée à terre, les Japonais démontrent clairement qu'ils ne veulent pas accepter la réalité. Les porte-avions américains ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils sont déterminés et parfaitement capables d'écraser toute force aérienne de ce type. La stratégie nippone est erronée et les perspectives de la flotte impériale ne sont pas bonnes. Les forces américaines, elles, sont rodées et de plus en plus organisées. Les équipages préparent les avions pour l'offensive pendant que les convois et les escadres d'attaque se dirigent vers leurs nouvelles étapes, les îles de Guam,
Saipan et Tinian, et vers la dernière grande bataille aéronavale de la guerre, celle de la mer des Philippines. Loin de porter des coups aux bâtiments de l'US Navy, les avions japonais basés à terre sont en difficulté. Leurs attaques sont sans effet et les pertes considérables. En revanche, les raids menés par les avions embarqués américains ont non seulement raison des appareils ennemis, mais détruisent les installations et les pistes d'envol des îles. Les Japonais dépêchent plus de 500 avions dans les Mariannes, mais après 4 jours de combat, rares sont ceux qui volent encore. Les chasseurs embarqués de l'US Navy dominent aisément les airs au-dessus des îles. C'est à ce moment que l'amiral Ozawa, commandant en chef de la flotte combinée, trompé par des rapports erronés mentionnant de graves dégâts et des naufrages parmi les porte-avions américains, se lance dans la bataille. L'amiral Spruance, commandant toutes les flottes d'invasion, apprend sans délai que la flotte japonaise est en mouvement. Les sous-marins américains qui suivent discrètement les bâtiments japonais transmettent les renseignements dès les premiers mouvements de la flotte le 15 mai 1944. Sachant exactement ce que vont faire les Japonais, Spruance dispose d'assez de temps pour laisser ses navires terminer leur mission et les regrouper pour faire face à l'ennemi. L'amiral Spruance est soulagé de recevoir les renseignements sur les mouvements de la flotte japonaise. Car pour arrêter le flot d'avions que les Japonais convoient vers le secteur, il a détaché 2 escadres d'attaque pour prendre d'assaut Iwo Jima et Shishijima. Il a pris un grand risque en séparant en 2 sa flotte de porte-avions dans les Mariannes. Mais d'après les rapports transmis par les sous-marins, il peut évaluer que la flotte impériale ne sera à portée de ses avions que le 19 mai. Il doit donc en finir avec les forces aériennes basées à terre avant de rassembler ses effectifs et de les mettre en place pour couvrir l'invasion de Saipan et se battre contre les navires japonais. Les patrouilles de reconnaissance japonaises repèrent les navires américains le soir du 18 mai et les premières frappes de l'aéronavale de la flotte impériale sont lancées le lendemain matin. Les Hellcat, regroupés et prêts à réagir, anéantissent les avions japonais tout en supprimant toute activité dans les îles. La flotte japonaise n'est repérée que le lendemain soir, au crépuscule. Malgré les difficultés à faire apponter les avions revenant de la bataille dans l'obscurité, les porte-avions de l'US Navy lancent une gigantesque attaque aérienne qui parvient à neutraliser les porte-avions japonais en éliminant leurs bras armés, les avions, puis les bâtiments eux-mêmes. Je sais que beaucoup de marins nous ont salués pendant que nous traversions le pont. Ils savaient que c'était la plus longue frappe aérienne de la guerre. On pensait que certains d'entre nous ne reviendraient pas. Nous sommes partis et 2 heures plus tard, nous les avons attaqués. Il était environ 18h30, juste avant le coucher du soleil. La flotte impériale a perdu 2 de ses porte-avions, irrémédiablement touchés par les torpilles des sous-marins américains. Mais l'amiral Ozawa ne sait pas ce qui est advenu de ces avions. Il pense qu'ils ont pris la direction des îles pour se réapprovisionner. L'attaque lancée par les porte-avions américains a considérablement affaibli sa puissance navale. Le porte-avions Iyo a sombré et 2 autres porte-avions sont sérieusement endommagés. Avec les derniers rayons du soleil, l'attaque prend fin et les pilotes américains retournent vers leur navire. Ils vont devoir apponter de nuit si toutefois ils réussissent à retrouver leur bâtiment. Après avoir évalué les possibilités d'attaque japonaise, l'amiral Mitcher, qui commande l'escadre d'attaque, prend alors une décision courageuse. Il savait qu'il y avait des avions basés à terre qui pouvaient venir d'Iwo Jima ou de ce secteur. Il pouvait aussi y avoir quelques avions, des porte-avions japonais. Mais l'amiral, après avoir orienté le bâtiment dans le sens du vent, a allumé les lumières.
Je n'arrivais pas à y croire. Ils avaient allumé toutes les lumières. C'était contraire à tout principe, contraire à toutes les leçons du passé. Ce n'est que lorsqu'ils ont donné ordre de se poser sur la base la plus proche et que les signaux sont devenus plus intenses que j'ai pu voir au même moment qu'ils avaient allumé toutes les lumières pour nous. À la différence des équipages japonais qui ont été abattus ce jour-là, la plupart des pilotes américains vont survivre pour continuer à se battre.